À Reflet d'un pays, comment vit la communauté irlandaise située dans la capitale la plus française d'Amérique, Québec? L'histoire des Irlandais de Québec intéresse tout le monde qui vit dans la région depuis quelques générations. Parce que dans ce cas, il est bien possible d'avoir du sang irlandais dans les veines. À plus forte raison si vous vous appelez Barrett, Bourque, Halley, Martin, Nolin, car ces noms sont dérivés de noms irlandais. Burke, Barrett, Healy, Martin, Nolan. Mais avant d'aller rencontrer la communauté irlandaise actuelle, voyons plutôt d'où viennent ces Celtes d'Amérique, pourquoi ils sont venus s'établir ici et comment ils ont été accueillis à leur arrivée. En premier abord, les Irlandais viennent du centre de l'Europe. Il faut remonter à 25 siècles, alors qu'existait cette vaste nation qui s'appelait les Celtes. Les Celtes constituaient l'un des peuples les plus libres et les plus imaginatifs qu'il n'y a jamais eu. C'est-à-dire? Ils vivaient en petits villages, ils avaient inventé l'agriculture, ils avaient ni plus ni moins inventé la roue. Et puis, ils aimaient surtout les affaires de l'imagination, les contes, les chants, les théories pseudo-scientifiques. Ils aimaient aussi se battre énormément. Et pour eux, la chose la plus précieuse qu'il n'y avait pas, c'était la liberté personnelle. Il n'y avait pas de crimes contre l'État, seulement des crimes contre d'autrui. Et c'est surtout dans l'Ouest très éloigné, c'est-à-dire l'Irlande, où, très isolés, ils ont pu persister pendant encore des siècles et des siècles. L'histoire est bien connue de leur conversion à la chrétienté par Saint Patrice et par la suite de leurs problèmes avec les Anglo-Saxons. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste vers les années 1825 à 1850? Bien, tout d'abord, les Irlandais vivaient sous un système territorial qui était extrêmement injuste et extrêmement instable. Les terres appartenaient aux Anglais qui, eux, demeuraient en Angleterre et louaient ou prêtaient les terres aux Irlandais qui avaient le droit de les cultiver, d'en tirer une certaine subsistance, mais le gros de la production devait aller aux propriétaires en Angleterre. Et puis, lorsque la famine est venue dans l'île, eh bien, la charité était impossible. Et c'est incroyable, à une distance de quasiment un siècle et demi, mais qu'une population soit tranchée en deux et qu'il y en ait 3 ou 4 millions de morts dans l'espace d'une quinzaine d'années, c'est une histoire tellement incroyable qu'aujourd'hui, peu de gens s'amènent à la croire. Comment est-elle arrivée, cette famine-là? Bien, la famine est arrivée de l'Amérique. La pomme de terre était cultivée en Amérique. D'abord, ça a été importé en Europe, du Mexique et du sud des États-Unis. Et puis, c'est sujet à l'occasion à des infections. C'était une infection terrible. On ramassait les pommes de terre et 2 semaines ou 3 semaines après, c'était devenu liquide. C'était devenu une masse de putréfaction liquide absolument impossible à manger, impossible à traiter et poisonneux en plus. Donc, après la famine, ou pendant la famine, s'est installée la peste. Et la seule solution, aux yeux des Anglais, c'était d'envoyer tout ce monde-là malade en Amérique. O'Gallagher, Kerwin, Martin, Murphy, McNamara, Donovan, O'Farrell, Maher, Macaulay, O'Connor, Walling. Ce sont peut-être les ancêtres de ces Irlandais qui sont arrivés à bord du Syria au printemps 1847 avec à bord 250 passagers. On dut en isoler 100 sur la Grosse-Île à cause du typhus. Il en mourut beaucoup. 15 jours après l'arrivée du Syria, 40 navires étaient amarrés en face de la Grosse-Île avec à bord 15 000 passagers. On en attendait 50 000 de plus pour le reste de l'été. Cet été-là, 12 000 Irlandais moururent sur la Grosse-Île, sans compter les 20 000 morts en mer durant les traversées. C'est à leur mémoire que Jeremiah O'Gallagher fit ériger cette croix celtique sur la Grosse-Île au nom de tous les Irlandais d'Amérique.
Aujourd'hui, c'est sa petite-fille, Mariana O'Gallagher, qui nous raconte cette tragédie. Les Irlandais arrivaient en Amérique par la Grosse-Île. Comment ça se passait? Comme c'est station de quarantaine, les bateaux étaient obligés d'arrêter dans le fleuve ici. Et puis le monde se débarquait dans des petits bateaux pour se rendre à aux grèves. Et puis là, les médecins conduisaient une inspection de santé. Et puis le monde en bonne santé allait retourner au bateau et les autres restaient à l'île pour aller dans les hôpitaux. Au commencement, soit dans 1832 ou en 1847, au commencement de la saison d'immigration, c'était assez facile parce que dans une journée, peut-être il y avait une centaine, mais en 1947, il y avait 2000 par jour qui arrivaient. Alors les hôpitaux étaient trop petits et puis le monde meurait. En 1932 de la choléra, en 1947 de la typhus et puis c'était toute une espèce de tristesse ici. Et les familles étaient divisées, et puis le monde meurait, et puis les familles perdaient leurs enfants aussi. Puis les enfants perdaient leurs parents. Et le travail de l'île, exactement, comme station de quarantaine, c'était de nettoyer les bateaux s'il y avait le temps. Au commencement, et puis de nettoyer les linges. Et puis on peut imaginer les enfants qui arrivaient terre ferme pour la première fois dans 6 semaines peut-être, et le linge qui se lavait et tout ça, et peut-être des moments de réjouissance d'être ici et d'aller finalement en bateau pour monter à Québec ou à Montréal et pour s'en aller commencer une autre vie. Mais il y avait aussi le monde qui restait comme victime complète dans le cimetière là-bas où il y a au commencement 5000, puis on dit que ça monte quoi, à 12, qu'il y avait peut-être 12 000 personnes enterrées ici. Et comment les Canadiens français ont-ils accueilli les Irlandais? Accueilli, c'est un grand mot et puis c'est un beau mot aussi. Accueilli, peut-être on peut tomber sur les statistiques. L'été de 1847, 600 enfants ont été adoptés par des familles canadiennes. À l'autre côté de l'île, il y a Saint-François-de-Montmagny. On dit que le curé a pris un enfant le dimanche en chair et puis dit un petit Irlandais. Et puis il y en a beaucoup à Grosse-Île. Qui va les prendre? Et puis les grosses familles canadiennes, les dames ont dit on va les prendre. Et puis les enfants sont répandus ici, dans les villes, dans les villages, jusqu'en Trois-Rivières. Il y a une lettre même dans l'archevêché de Québec, une lettre d'un prêtre à Trois-Rivières qui dit qu'il y a presque concurrence entre les familles. Qui va avoir un orphelin irlandais? Et puis les familles ont gardé la connaissance parmi les enfants aussi. Il y en a beaucoup de familles qui disent « Ah oui, mon arrière-grand-père était orphelin à Grosse-Île. » Et puis, on a toujours gardé le souvenir de notre nom irlandais et tout. Et puis, ce monument ici parle des prêtres et de l'accueil et aussi de ceux qui sont morts et enterrés ici. Merci. C'est une place de tristesse, mais c'est une place de bonne mémoire aussi pour les Canadiens, pour les Irlandais de toute l'Amérique du Nord. Cailleach tlawnnanéal ina míltah an aránseo de roimh ó dlíomh na díránaach ngáilde agus ó gata tréarach. Is na bliantah 8 is a 17, 8 is a 18. Banacht díris dé ortha. Bíoch an leacht seo I ggótha garma agus an orgóibh ó ghéirimh Imircha. Go séirigh dia éire.